Dans cet épisode de Cruauté en Fast Story, nous revenons sur une affaire marquée par le contrôle, la peur et l'isolement. Une histoire où l'élégance des apparences ne parvenait plus à cacher la violence silencieuse qui se jouait derrière les rideaux tirés. Un quotidien réglé au millimètre, des interdits déguisés en amour, une emprise si insidieuse qu'elle est devenue invisible aux yeux de tous, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous pensons souvent que le danger s'annonce bruyamment, mais parfois il murmure, il manipule, et il pousse à la chute. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons voir comment une vie ordinaire a sombré dans l'impensable. Préparez-vous, car certaines prisons n'ont ni barreaux, ni cadenas, juste un homme et une peur constante. Lisa Cecilia Arnum a vu le jour le 12 juin 1981. Une enfant d'air, libre, curieuse, parfois insaisissable. Elle a grandi dans la métropole animée de Toronto, au Canada. Deuxième enfant d'une petite famille discrète, elle a été élevée par sa mère, Joanne, une femme présente, attentionnée, presque fusionnelle avec ses enfants. Le père, absent du tableau, disparu de l'histoire, comme s'il s'était volatilisé avant même d'entrer dans le scénario. Alors c'est Joanne qui a tout fait. Et Lisa, elle s'est accrochée à son grand frère Jason. Leur lien, solide comme le roc, deux âmes en miroir. Dès l'enfance, Lisa s'est montrée intense, une pile électrique en tutu. Elle jonglait entre le sport, des cours de ballet professionnels et un engagement scolaire digne d'une élève modèle. Mais derrière le sourire et les pirouettes, il y avait des fissures. À l'adolescence, elle a traversé l'enfer discret des troubles alimentaires. Une lutte silencieuse, une bataille intime. Mais Lisa a tenu bon. Elle s'est relevée, épaulée par des médecins et des psychologues, prête à reprendre le contrôle de son corps et de sa vie. Puis, une fois le lycée derrière elle, la danse l'a suivie comme une seconde peau. Mais elle a aussi commencé à explorer un autre monde, celui de la beauté. Un univers où chaque détail compte, chaque image est maîtrisée. Et en 2005, à 24 ans, elle a pris une décision radicale. Changer de vie. Littéralement, elle a quitté le froid canadien pour les plages brûlantes de l'Australie. Nouveau continent, nouveau départ. Sa mère l'a accompagnée au début, juste le temps de s'assurer que tout allait bien, que sa fille ne se faisait pas avaler toute crue par l'inconnu. Une fois rassurée, Joanne est repartie. Et Lisa s'est lancée. Elle s'est installée à Sydney, dans un petit appartement cosy. Et rapidement, elle a trouvé un job dans une entreprise de cosmétiques. Le coup de foudre avec l'Australie a été immédiat, le genre d'amour qui vous donne envie de poser vos valises. Pour toujours. Mais voilà, son visa tirait à sa fin, et plutôt que de revenir au pays, Lisa a opté pour la solution évidente. Rester, encore un an d'abord, puis les démarches pour la citoyenneté. Et heureusement pour elle, le passeport canadien ouvrait pas mal de portes. Les accords entre Ottawa et Canberra, plutôt sympas. En 2006, elle a décroché un poste chez Sydney Cosmetics et très vite, un autre genre de contrat s'est signé. Sans papier, mais bien plus personnel. Elle a commencé à fréquenter un collègue, un homme influent, respecté, et nettement plus âgé, presque 2 fois son âge en fait. Mais Lisa s'en fichait. Elle avait toujours eu un faible pour les hommes d'expérience. Et lui, il cochait toutes les cases. Ils ont emménagé ensemble. Elle a quitté son cocon pour rejoindre l'univers sophistiqué de son compagnon. Et quelques mois plus tard, elle l'a présenté à sa famille. Joanne et Jason ont validé. Rien à signaler. Mieux encore, ils l'ont apprécié.
Le couple a alors enchaîné les voyages, monde, luxe, dépaysement, jusqu'à ce fameux carnaval de 2007 à Rio de Janeiro. C'est là, au milieu des paillettes et des tambours, que l'homme a sorti la question. Et Lisa? Elle a dit oui, le cœur léger, le sourire sincère. Mais environ 1 an après leur fiançailles, Lisa et son compagnon ont finalement rompu. Elle n'a jamais vraiment donné de détails sur les raisons de cette séparation, mais elle a laissé entendre que la grande différence d'âge avait beaucoup pesé dans la balance. En 2010, Lisa a obtenu son diplôme du Sydney College of Stylists et a décroché un poste de coiffeuse dans un salon de beauté. Très vite, elle a gagné le respect de ses collègues et la confiance de ses clientes. C'est aussi à cette période qu'un nouveau petit ami a fait son apparition dans sa vie. Mais leur relation n'a pas duré bien longtemps. Elle a découvert que l'homme était marié. Et elle n'était absolument pas disposée à briser une famille. Pourtant, cette courte relation allait marquer un tournant dans son destin. Car c'est à travers cet homme qu'elle a fait la connaissance de Simon Gitani. Et maintenant, il est temps de parler un peu de cet homme qui vient d'entrer en scène. Simon est né à Maryland, dans la région de Castle, dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Il a vu le jour en décembre 1973 au sein d'une grande famille religieuse issue de l'immigration libanaise. Le Liban, rappelons-le, est un pays du Moyen-Orient. Simon a grandi dans un environnement où l'on enseignait que l'homme était l'alpha et que les femmes devaient lui obéir, être soumises à ses désirs et à ses ordres. Une vision du monde, disons-le, un brin archaïque. Il avait aussi un tempérament très explosif, doublé d'un comportement extrêmement possessif. Ce combo toxique lui a valu des ennuis avec la justice australienne dès son plus jeune âge. La première fois qu'il a été incarcéré, il avait 18 ans, si je ne me trompe pas. Il s'était rendu sur le lieu de travail de son ex-petite amie et, tenez-vous bien, l'avait forcé à avoir des rapports sexuels avec lui dans l'arrière-boutique. Oui, rien que ça. Par la suite, il a été arrêté pour possession et distribution de substances illégales. Et dans un autre cas, il a été accusé d'avoir agressé une travailleuse du milieu du divertissement pour adultes. Apparemment, il lui aurait demandé de faire quelque chose de très bizarre, et quand elle a refusé, il lui a asséné un coup de poing au visage. Peu de détails ont filtré sur cet incident, mais ce qui est certain, c'est qu'il avait franchi des limites inacceptables. Après cette dernière arrestation, Simon a quitté la région et s'est installé à Sydney. Là-bas, il a lancé, avec quelques amis, une entreprise de création et de vente de chaussures de luxe pour femmes. Une activité qui s'est révélée très lucrative. Très vite, Simon est devenu un homme riche. Il a acheté des propriétés de luxe dans un quartier chic, une voiture haut de gamme, et a soigneusement tenté d'enterrer son passé trouble. Un passé fait de violence, de délits et d'agressions, comme vous venez de le découvrir. C'est lors d'une fête qu'il a rencontré Lisa. Présentés l'un à l'autre par l'ex-petite amie de la jeune femme, ils ont échangé leurs numéros. Simon l'a rappelé peu après. Leur échange, au départ léger et amical, s'est peu à peu transformé en amitié sincère. Et à ce moment-là, Lisa pensait que Simon était gai. Après tout, son entreprise gravitait autour de la mode féminine, et son attitude n'avait rien d'agressif ou séducteur. Puis, en janvier 2010, Lisa s'est confiée à Simon. Elle devait bientôt déménager, et elle était très anxieuse, car avec ses moyens, elle ne pourrait pas retrouver un logement de la même qualité que celui dans lequel elle vivait actuellement. Gentiment, du moins en apparence, Simon lui a proposé d'emménager gratuitement dans l'une des chambres de son luxueux appartement, le temps qu'elle trouve un logement adéquat à louer,
Vous connaissez le dicton « Quand l'aumône est trop belle, le saint se méfie ». Eh bien, Lisa aurait dû y penser, mais au lieu de ça, elle a accepté. Et évidemment, ça paraissait être un rêve. Vivre dans l'un des quartiers les plus huppés de Sydney, dans un appartement haut de gamme. Vous vous souvenez que Lisa pensait que Simon était gai? À tel point qu'elle avait dit à sa mère que c'était vraiment dommage, parce qu'elle le trouvait parfait, un vrai prince charmant. Il était exactement son style, plus âgé, charismatique, riche et extrêmement poli. Sauf qu'elle s'était trompée. Très vite, elle a découvert que Simon était bel et bien hétéro, et qu'il avait, lui aussi, un petit faible pour elle. À l'époque, il avait 37 ans. Même lorsqu'ils n'étaient que des amis, Simon adorait couvrir Lisa de cadeaux luxueux, l'emmener dîner dans les meilleurs restaurants de la ville. Inévitablement, leur relation est devenue sérieuse. Et Lisa a cru, pour de bon, qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie, son véritable prince sur son cheval blanc. Mais à partir de là, tout est parti en vrille. Après seulement 6 mois de relation, le comportement de Simon a commencé à changer. Lentement mais sûrement, il a coupé Lisa de ses amis, puis de sa famille. Il a voulu modifier ses goûts, ses opinions, sa façon de penser, de parler, de s'habiller, pour la transformer en sa vision de la femme parfaite. Un pantin qui ferait tout ce qu'il dit quand il le dit. En juin 2010, il a commencé à la pousser à quitter son emploi. Il affirmait que, dans leur couple, c'était lui l'homme, et que c'était à lui de subvenir à tous ses besoins, ce qui, à première vue, pourrait presque passer pour de la générosité. Sauf que derrière, Simon a imposé à Lisa de rester enfermée 24 heures sur 24 dans leur appartement. Lisa n'en revenait pas, elle était choquée par cette métamorphose. Mais Simon lui a juré que tout ça, c'était pour son bien, qu'il voulait juste l'éloigner de mauvaises influences, de gens qui ne correspondaient pas à leur nouveau style de vie. Il voulait qu'elle se lie uniquement avec les femmes de ses amis arabes, des femmes qui, selon lui, se comportaient exactement comme il le voulait. Il ne voyait aucun problème à ce qu'elle fasse du shopping ou achète des articles de luxe, à condition qu'elle le fasse accompagner d'une de ses femmes. Il lui interdisait de fréquenter des gens ayant un statut financier modeste, et il exigeait qu'elle soit toujours parfaitement apprêtée, élégante, habillée avec des marques de luxe de la tête aux pieds, uniquement pour lui. Lisa avait à sa disposition une voiture avec chauffeur. Mais ce dernier n'était autorisé à la conduire que vers des lieux prédéfinis, et toujours sous surveillance. Elle possédait également une carte de crédit American Express sans limite qu'elle pouvait utiliser à volonté. En échange de tout ce luxe, Simon exigeait une soumission totale. Elle devait suivre à la lettre toutes les règles qu'il avait imposées. Et dans ce contexte très particulier, le couple a emménagé dans un nouvel appartement encore plus luxueux, situé au 15e étage d'un complexe résidentiel ultra sécurisé. La terrasse seule faisait la taille d'une maison. Mais ce que Lisa ignorait totalement, c'est que l'appartement était truffé de caméras cachées. Simon possédait dans son bureau un écran de surveillance sur lequel il pouvait, en temps réel, observer absolument tout ce que faisait sa compagne. Pour vous donner une idée, les enquêteurs ont même retrouvé des caméras dans la salle de bain. Tous les appareils électroniques qu'elle utilisait étaient des cadeaux de Simon, et tous contenaient des logiciels de surveillance, logiciels espions, trackers, enregistreurs de frappe. Tout était mis en place pour suivre ses moindres faits et gestes. Le contrôle absolu qu'il exerçait sur Lisa s'intensifiait chaque jour. Mais il était un manipulateur redoutable. Il lui faisait croire qu'elle-même voulait faire tout ce qu'il exigeait. Il l'isolait lentement, sournoisement,
jusqu'à ce qu'elle ne se rende même plus compte qu'elle vivait sous emprise. En réalité, la principale excuse de Simon, c'était la sécurité. Oui, selon lui, tout cela n'était que pour la protéger. Car maintenant, Lisa était la femme d'un magnate, et donc, forcément, une cible facile pour les arnaques, les kidnappings, ou pire. Voilà pourquoi, selon lui, il fallait éviter qu'elle parle avec des gens trop modestes, ou qu'elle sorte sans un itinéraire précis, bien sécurisé. Et Lisa, dans sa bulle, ne trouvait pas ça si étrange. Pas au début, mais bien sûr, avec le temps, le contrôle de Simon a franchi de nouveaux paliers, à tel point qu'il lui a interdit de se maquiller elle-même, en affirmant que son style n'était plus adapté à son nouveau statut social. Désormais, c'était un maquilleur professionnel, choisi par lui, qui devait s'occuper de son visage. Et c'était encore Simon qui décidait du style exact de maquillage à appliquer. Il a également commencé à choisir lui-même ses vêtements, prétextant qu'elle ne savait pas s'habiller, que ses choix étaient vulgaires et qu'ils attireraient trop les regards masculins. L'étau se resserrait de jour en jour. Lisa ne sortait plus jamais seule. Chaque sortie était faite en sa compagnie, dans des lieux choisis uniquement par lui. Il lui a même interdit d'aller à la salle de sport, mais dans le même souffle, il exigeait qu'elle entretienne son corps impeccable. La solution ? Il a fait installer une salle de sport privée dans leur appartement luxueux. À ce stade, elle n'avait plus de réseaux sociaux, plus d'amis non plus. Tous ses contacts, ses appels, étaient étroitement surveillés. La seule communication qu'elle était autorisée à maintenir, c'était avec sa mère et son frère. Et encore, sous condition. À Noël 2010, Lisa devait rendre visite à sa famille au Canada. Initialement, Simon devait l'accompagner. Mais à la dernière minute, un imprévu professionnel l'a empêché de partir. Il a d'abord songé à annuler le voyage. Mais Lisa a insisté de toutes ses forces. Elle avait terriblement envie de revoir sa mère et son frère. Finalement, il a cédé, mais à condition qu'elle respecte des règles strictes, sans exception. Simon a réservé pour elle un jet privé, pour qu'elle n'ait aucun contact avec d'autres passagers. Et un chauffeur privé était chargé de l'emmener directement de l'aéroport à la maison familiale. Quand Lisa est arrivée au Canada, sa mère et son frère ont été stupéfaits. Ils ne reconnaissaient plus la jeune femme qu'ils avaient connue. Son style vestimentaire avait radicalement changé. Elle portait des vêtements sobres, presque austères, très peu de maquillage, les cheveux tirés en arrière, attachés en queue de cheval, une coupe stricte, une couleur classique. Mais au fond, ce n'était pas son apparence qui les a le plus choqués, c'était sa personnalité, autrefois joyeuse, extravertie, drôle, vive, bruyante. Elle était maintenant silencieuse, elle parlait doucement, avait le regard vide, fatigué, amer. Quand ils lui ont demandé pourquoi ce changement, elle a simplement répondu que son comportement reflétait désormais une femme élégante, que son compagnon lui avait appris à se comporter avec élégance. Et il y avait un autre détail glaçant. Chaque fois que son téléphone sonnait, elle bondissait, le saisissait immédiatement, peu importe ce qu'elle était en train de faire. C'était l'une des règles imposées par Simon pour qu'il accepte qu'elle fasse ce voyage. Elle devait répondre sans délai, à toute heure du jour ou de la nuit, quoi qu'elle fasse. Lisa est restée tout le temps chez sa mère. Elle refusait de revoir ses anciens amis et ne sortait pratiquement jamais. Sa mère, très vite, s'est inquiétée. Ce comportement n'avait rien à voir avec la Lisa qu'elle connaissait. Alors, elle a décidé d'avoir une vraie discussion avec sa fille. Un échange sincère, sans détour. Et là, Lisa a craqué, elle a fondu en larmes. Elle a avoué que Simon savait en permanence où elle se trouvait. Il savait avec qui elle parlait.
Il savait de quoi elle discutait au téléphone. Elle a aussi confié qu'il l'empêchait de travailler, de voir ses amis, d'aller à la salle de sport ou même d'avoir le moindre loisir. En réalité, Lisa n'avait plus d'amis, plus personne. Elle était seule. La mère de Lisa était bouleversée, choquée, dévastée. Elle a tout de suite tenté de convaincre sa fille de rester au Canada, de ne pas retourner en Australie. Mais Lisa a refusé. Malgré tout, elle disait aimer Simon. Elle ne voulait pas mettre fin à leur relation. Pour elle, ce qu'elle vivait n'était qu'une phase de transition, un moment temporaire. Elle était persuadée que tout allait s'arranger, que son compagnon l'aimait, qu'il voulait simplement son bien, son confort, sa sécurité. Sa famille, elle, voyait clairement que Lisa vivait une relation toxique, violente, malsaine. Ils ont supplié, insisté, tenté de la raisonner, mais rien n'y a fait. Lisa a pris sa décision. Elle est retournée en Australie pour être avec Simon. Elle a tenté de rassurer sa mère en lui disant que tout allait bien, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'elle était aimée, protégée. Mais dès qu'elle est rentrée, la situation a dégénéré encore plus vite. Simon l'a interdite de sortir de l'appartement et quand ils sortaient ensemble, il faisait des crises de jalousie à répétition. Il est allé jusqu'à changer la façon dont il l'appelait. Il ne l'appelait plus Lisa, mais Cecilia, son deuxième prénom. Parce que, selon lui, Cecilia, c'était plus classe, plus élégant, plus digne d'une femme à ses côtés. Le temps a passé, et vers la moitié de l'année 2011, elle a commencé à se plaindre de douleurs à la jambe. Une vieille blessure, datant de l'époque où elle pratiquait la danse classique. Mais au lieu de l'emmener à l'hôpital, Simon a préféré engager une kinésithérapeute privée qui venait 3 fois par semaine à leur domicile pour lui faire des massages. Et contre toute attente, cette femme est devenue sa seule amie, la seule confidente. C'est à elle qu'elle s'est ouverte, c'est à elle qu'elle a parlé franchement de sa douleur, de son quotidien, de l'enfer silencieux qu'elle vivait, de cette relation qui, jour après jour, l'engloutissait. Le 12 juin 2011, jour du 30e anniversaire de Lisa, Simon a décidé d'organiser une fête dans le restaurant le plus cher de Sydney. Mais, et c'est un gros mais, les invités n'étaient composés que de membres de la famille de Simon et de quelques personnes de son cercle très privé. Et Lisa, elle n'a pas eu le droit d'inviter qui que ce soit. Pas une amie, pas même un ancien collègue. Rien. Et pourtant, ce soir-là, Simon lui a demandé sa main. Il lui a offert une bague sertie de diamants. Une fois rentrée à la maison, Lisa a appelé sa mère. En larmes, elle sanglotait au téléphone, en annonçant qu'elle venait de se fiancer. Sans surprise, Joanne, la mère de Lisa, a été profondément bouleversée par la nouvelle. Elle a immédiatement tenté de raisonner sa fille, la supplier de quitter cet homme et de rentrer au Canada au plus vite. Mais Lisa l'a interrompue. Elle lui a dit de ne plus jamais aborder ce sujet par téléphone. Elle savait que Simon écoutait toutes leurs conversations et elle ne voulait pas risquer de perdre le seul lien qu'elle avait encore avec sa famille, car c'était évident, s'il entendait ça. Il lui interdirait à nouveau de parler à sa propre mère. Alors, Lisa a essayé de se convaincre que ce mariage pouvait fonctionner. Elle a demandé à Simon de la laisser organiser la cérémonie, un souhait simple, naturel, pour une future mariée. Mais évidemment, Simon a refusé. Il lui a dit qu'elle était ringarde, qu'elle ferait de mauvais choix. Il a déclaré que lui seul s'occuperait de tout, le lieu, la date, la robe, le maquillage, la coiffure, et surtout, comble du contrôle, la liste des invités. Et devinez quoi, sa mère n'était pas la bienvenue. Cette même semaine, pendant une séance de kiné,
Lisa s'est effondrée. Elle a avoué à sa thérapeute qu'elle ne voulait plus se marier, qu'elle voulait fuir, mais qu'elle savait que Simon ne le supporterait pas, qu'il ne la laisserait jamais partir. Alors, les deux femmes ont élaboré un plan secret. À chaque visite, la kinésithérapeute repartirait avec quelques affaires de Lisa, documents, vêtements, objets personnels. Elle les mettrait en sécurité jusqu'à ce que Lisa puisse quitter l'appartement pour de bon et ne jamais revenir. Puis, le 28 juillet, Simon a commis une erreur. Il a oublié son ordinateur portable à la maison. Lisa en a profité pour y jeter un œil, et ce qu'elle a découvert a confirmé ses pires cauchemars. Sur l'ordinateur, elle a trouvé un logiciel espion, un programme qui permettait à Simon de recevoir toutes les données de son téléphone, messages, appels, activités, conversations entières avec sa mère, enregistrées. Mais le pire, c'était les vidéos, des images de surveillance filmées par des caméras cachées dans chaque pièce de l'appartement, chaque geste, chaque mot, chaque instant. Ce même jour, elle a emprunté le téléphone de sa kiné et a appelé sa mère. Joanne, de l'autre côté de l'océan, lui a supplié de fuir immédiatement, de ne pas perdre une seconde, de partir maintenant. Mais Lisa a dû lui expliquer que ce n'était pas si simple. D'abord, Simon ne la laisserait jamais faire. Et surtout, elle n'avait pas ses papiers. Tous ses documents, y compris son passeport, étaient enfermés dans un coffre auquel elle n'avait pas accès. Lisa a terminé son appel en disant à sa mère qu'elle l'aimait profondément et qu'elle comptait organiser son départ, tout faire pour se libérer de cet homme. Mais en rentrant à l'appartement, Simon a compris immédiatement. Il a su, sans qu'elle dise un mot, qu'elle avait consulté son ordinateur portable, qu'elle avait découvert tout le système de surveillance. Face à lui, Lisa a éclaté en sanglots, essayant de comprendre pourquoi il la traitait ainsi. Lui, il est resté de marbre. Il s'est contenté de dire que tout ça était pour son bien, qu'il faisait ça par amour, pour sa sécurité. Le 29 juillet, ils ont eu une conversation très sérieuse, une discussion enregistrée qui sera plus tard présentée au tribunal comme élément de preuve clé. Sur l'enregistrement, Lisa est en larmes. Elle implore de pouvoir partir. Mais Simon, calme et froid, lui répond que cela n'arrivera jamais. Ce soir-là, Lisa a de nouveau appelé sa mère. Elle lui a dit « Maman, j'ai besoin que tu viennes me chercher, à Sydney, s'il te plaît. » Joanne a répondu qu'elle devait demander un congé à son travail, mais que dès qu'elle le pouvait, elle prendrait l'avion pour venir ramener sa fille à la maison. Mais Lisa n'a pas attendu. Cette nuit-là, une nouvelle dispute a éclaté entre eux. Alors, dans la foulée, elle a fait ses valises. Elle était prête à partir. Elle ne pouvait plus patienter. Il fallait fuir. Maintenant. Elle a même écrit un petit mot dans lequel elle indiquait qu'il y avait des caméras cachées dans l'appartement. Puis, pour une raison inconnue, elle a déchiré le billet et a glissé les morceaux dans sa poche. Au petit matin, Simon a tenté de la retenir une dernière fois. Il a essayé de la convaincre de lui donner une seconde chance. Mais elle était déterminée. Alors elle a attrapé son sac et lui a demandé de lui rendre son passeport. Sans surprise, Simon a refusé. Alors elle a quitté l'appartement sans ses papiers. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Les caméras de surveillance de l'ascenseur ont capté la scène. Lisa est visible, en train d'être traînée de force par Simon pour être ramenée à l'intérieur. Elle a réussi à s'échapper un instant et a couru frapper à la porte d'un voisin en hurlant à l'aide. Mais, malchance terrible, l'appartement était vide. Quelques secondes plus tard, Simon l'a rattrapée et l'a ramenée de force à l'intérieur. 69 secondes plus tard, Lisa est tombée du 15e étage et maintenant,
entre en scène un témoin clé, un homme nommé Joshua, qui se rendait au travail ce matin-là. Il a entendu des cris venant du haut d'un immeuble de luxe. Quand il a levé les yeux, il a vu un homme torse nu, debout sur un balcon, en train de jeter quelque chose. Ce quelque chose, c'était Lisa. Joshua a donc assisté en direct au moment où Simon a jeté la jeune femme dans le vide. Un coup dur pour Simon, car son plan, c'était de faire croire à un accident. Très vite, Simon est sorti du bâtiment, courant dans la rue, feignant la panique, criant à qui voulait l'entendre que sa fiancée s'était jetée du balcon à cause de sa dépression. Lorsque la police est arrivée sur place, Joshua leur a immédiatement raconté ce qu'il avait vu. Et un autre élément a tout de suite attiré l'attention des enquêteurs. Un billet retrouvé dans la poche de Lisa, déchiré, mais où l'on pouvait clairement lire qu'il y avait des caméras dans l'appartement. Pendant ce temps-là, le téléphone de Lisa s'est mis à sonner. Les policiers ont décroché. Au bout du fil, Joanne, la mère de Lisa. Quand elle a appris la nouvelle que sa fille était morte, elle est devenue inconsolable. Et elle a déclaré aux agents, sans la moindre hésitation, « C'est Simon, c'est lui qui a tué ma fille. » Après cette série de découvertes troublantes, la police a placé Simon en garde à vue. Il a clamé son innocence et a été libéré sous caution. Mais plus tard, lorsque les enquêteurs ont obtenu les images de surveillance du bâtiment, et surtout celles de l'intérieur de l'appartement, il a été arrêté une nouvelle fois. Son procès, quant à lui, a été reporté encore et encore, jusqu'à finalement avoir lieu en 2013. Et là, on entre dans le chapitre le plus étrange de cette affaire. À ce moment-là, Simon était déjà en couple avec une autre femme. Une femme qui, étrangement, ressemblait énormément à Lisa. Et cette nouvelle compagne n'a cessé de protester en public, affirmant que Simon était innocent. Quoi qu'il en soit, après examen des preuves, Simon a été reconnu coupable du meurtre de Lisa. Et il a été condamné à 26 ans de prison. Sa nouvelle compagne, présente au tribunal, a pété les plombs lors de l'énoncé du verdict. Elle a été évacuée de la salle d'audience, totalement hystérique. L'équipe juridique de Simon a immédiatement fait appel de la sentence. Et en 2014, ils ont obtenu une révision partielle du jugement. Simon pourrait demander une libération conditionnelle après 18 ans de détention. Fort de cette première victoire, ses avocats ont tenté de réduire davantage la peine en lançant une nouvelle série de recours. Mais en 2016, toutes les demandes ont été rejetées. Des histoires comme celle de Lisa, il y en a bien plus qu'on ne l'imagine. Et elles nous rappellent tristement à quel point certains hommes continuent de considérer les femmes comme leur propriété. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dis-moi dans les commentaires. J'adore prendre le temps de lire vos avis, vos réflexions, ça me touche énormément.